Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue au dernier atelier du REFAD 2017-2018, RAID, Rapide, Agile, Instructionnel, excusez mon anglais, Rapid et Agile Instructional Design, la conception pédagogique agile et rapide donnée par M. Olivier Alféry du CEFOP, le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Un gros merci à Olivier pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous rappelle que la formation se termine à 13h30 heure de l'Est, mais que si le momentum le permet, vous êtes disponible et surtout si Olivier est disponible, on peut continuer. On vous rappelle également que si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter les REFAD suite à la formation. Chez Nicole. Et on vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Un gros merci à nos bailleurs de fonds pour notre série d'ateliers 2017-2018. Patrimoine Canada, le CEIC. Un énorme merci à l'équipe du CEDAF pour les enregistrements vidéo. Merci également à l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio et merci aussi à la formation continue de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect. Alors, avant que je vous laisse aller, je vous rappelle dernière fois que tout le monde qui est en ligne, sauf M. Alfieri, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour éviter l'écho pour la sortie d'un système audio. Carré 6 si en cours de route vous voulez prendre la parole, ou on vous invite, étant donné qu'il y a quand même pas mal de monde en ligne, à utiliser le clavardage. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Olivier. Donc, bonjour tout le monde, et puis tout d'abord un grand merci au REFAD, bien un grand merci à toi Alain de me donner la chance cette année de faire un atelier encore cette année. J'espère que ça ne va pas tanner les gens de me voir trop souvent dans les ateliers. Moi c'est toujours un grand plaisir évidemment d'être présent et puis de pouvoir partager l'expérience, l'expertise et puis aussi ce qui se passe dans la vie de la conception pédagogique que je mets en application donc sur le terrain dans le cadre du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, qui est une maison d'édition de ressources, qui produit des ressources pédagogiques, maison d'édition scolaire qui produit des ressources pédagogiques. Alors je remercie aussi de clôturer la saison, je trouve que c'est toujours un moment particulier, c'est toujours des très belles saisons que le REFAD offre à ses membres, et puis ça me fait vraiment un honneur et puis un grand plaisir de pouvoir clôturer. Donc si jamais vous voulez me suivre ou communiquer avec moi, vous trouverez les informations sur la diapositive à cet effet. Alors voilà, le titre, donc la conception pédagogique agile et rapide, ça vient directement, la volonté de parler de ça, vient directement de la réalité qu'on vit quand on est des producteurs de ressources pédagogiques, que ce soit de la formation en université, que ce soit de la formation au collège, ou que ce soit même dans les écoles secondaires en tant que concepteur pédagogique ou conseiller pédagogique, on se retrouve à créer de la production à différents niveaux de réalité, mais reste néanmoins que le temps, le cadre, le produit, c'est toujours des questions qui sont là, puis on essaie de trouver des manières de travailler différemment, avec plus de performance. Donc pour les personnes qui, le mot agile est un mot qui est assez utilisé dans le monde informatique, rapide, on va en parler un petit peu maintenant, donc c'est ça, c'est vous donner un petit peu notre retour d'expérience, quelques astuces les mises en œuvre, des outils pour voir, pour peut-être faire écho à vos propres réalités. Donc je garderai la conversation, n'hésitez pas à chatter, puis j'intégrerai directement vos questions dans le propos. Alors la définition, il n'y a pas beaucoup. Si vous tapez RAID sur Internet, vous n'allez pas trouver beaucoup de liens. Donc les seuls qui existent, vous les trouverez dans les diapositives, puisque chaque fois que je mets les sources, vous trouverez les liens en petit là en bas. Donc l'idée, c'est de travailler de manière plus flexible, de manière plus collaborative et de manière plus itérative. Donc ça, c'est vraiment une définition simple, mais qui vous donne un petit peu le propos de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, la première chose que je veux différencier directement, c'est que quand on parle de conception pédagogique, puis je vais plus parler du côté agile et rapide, mais quand on parle de conception pédagogique, on ne parle pas d'information. C'est-à-dire que la ressource n'est pas simplement une mise en page. La ressource, si elle est vraiment dans une optique de conception, il y a vraiment un parcours, il y a une croissance pédagogique et des actions pédagogiques à distinguo de dire une information, c'est vraiment des écrans avec du contenu, puis on fait suivant. Et puis à la limite, on fait un quiz à la fin, ce que j'appellerais davantage du design d'information. Ça peut être très joli, mais il y a moins d'instruction dans la mesure où il y a moins de conception. Donc on va vraiment aller vers la droite aujourd'hui et on va essayer de réfléchir vraiment en termes de conception pédagogique. Alors, le moment le plus important dans un projet, c'est le départ.
Et puis c'est souvent dans ce moment-là qu'on prend les plus grandes décisions, des décisions budgétaires, des décisions calendaires. On planifie. Si vous avez des clients, on fait des promesses. On essaye de se donner quand même une certaine crédibilité en tant que producteur de ressources pédagogiques. Alors qu'on connaît pas encore beaucoup le projet, mais on veut se rassurer, on veut rassurer le client, puis on veut se donner un certain crédit. Et ce qui arrive, c'est que le départ est le plus important parce que si on fait un faux départ, on va le payer et puis très vite dans le projet, on va voir cette boule de neige qui grossit, qui va faire qu'on va vraiment avoir des soucis en termes de livraison ou en termes de respect du budget qui est alloué. Donc c'est important de comprendre que le début d'un projet de ressources, de formation, c'est le moment le plus important. Et puis on va aborder ce moment-là dans les slides qui viennent pour voir comment on peut travailler le risque qu'on a généralement, que peut-être vous connaissez dans vos réalités au niveau de ça. Donc on fait de la gestion de projet. On a notre projet au départ. Donc on va élaborer la réponse, qu'on appellerait une forme de devis, enfin le contrat. On va commencer à faire de l'analyse, on va créer des synopsis ou des ébauches de scénarios. Puis après et tout ça on fait valider. Hein. Généralement, si on y va par une méthode qui est plus la méthode ADIE, c'est-à-dire analyse, design, développe, implémente et évalue, qui est une méthodologie qui est solide et puis qui existe quand même depuis une bonne quarantaine d'années, reste que toutes ces étapes-là sont suivies d'une validation, et puis il y a beaucoup d'étapes, donc il y a beaucoup de validation. Et généralement, cette méthode qui est éprouvée, elle nous permet d'éviter qu'il y ait un déraillement budgétaire ou qu'il y ait un déraillement calendaire. Mais finalement, pour ceux qui suivent cette méthodologie-là, est-ce que ça déraille ou est-ce que ça déraille pas? On remarque que malgré tout, si on continue avec cette idée-là, c'est que si vous voyez la conception étant le début du projet, ça prend généralement, on le planifie comme un 30% du projet. Ce qui est en bleu, ce qu'on appelle la production, ça peut être les maquettes, ça peut être les modules de formation. Généralement, on va être sur un 40% du projet, 40% du budget aussi, puis 40% du temps de production. Puis généralement, on a moins d'un tiers, peut-être un cinquième qui va être du test, et puis tout ce qui est la mise à disposition, l'implémentation dans les plateformes virtuelles d'apprentissage, ce que j'appellerais ici la livraison, ou si vous voyez en plus petit, ça s'appelle l'intégration. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, et puis je peux vous dire que je vous parle par expérience, on commence avec la conception, on fait un premier scénario, puis on fait un deuxième scénario. Puis finalement, un synopsis qui est un ébauche de scénario. Puis après, on continue à creuser. Puis on commence à faire un premier scénario, puis un deuxième scénario, parfois un troisième scénario. Et on prend de plus en plus conscience en travaillant le produit, des besoins du produit, des risques, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc notre ligne orange, elle commence à dépasser le temps imparti au départ pour ce qu'on appelle la phase de conception. Ensuite, à un moment donné, il faut terminer la phase de conception. On arrive à la troisième version, on sait que ce n'est pas la meilleure. Il faut s'arrêter. On a déjà pris du retard, on a déjà notre budget qui commence à être dans le jaune, sinon l'orange, et puis on se dit, là, il faut mettre un terme. Donc on y va avec la version 3, et puis on se dit, tant pis, là, on va aller avec ça. Puis on commence avec les maquettes, puis généralement, en faisant la maquette, ça commence à prendre vie, là, on prend conscience. Parce que finalement, oui, on n'a pas pensé ça parce qu'on ne l'avait pas vu. Parce que finalement, le projet prend souvent vie dans une mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose de visuel. Et puis si vous avez des clients, ou si ce sont des enseignants, peu importe, généralement le scénario est une chose, mais quand ils le voient, à ce moment-là, ça fait du sens, puis c'est là qu'on se rend compte que c'était pas ça qu'on voulait, ou qu'il manque des éléments. Puis là, c'est trop tard, parce qu'on peut plus retourner en arrière en conception, puis le budget est à penser, puis le calendrier, il avance. Donc on fait quand même une maquette, puis on fait une deuxième maquette, puis là, on s'arrête quand même avec ça, puis après on commence la production. Et on voit notre ligne bleue qui, elle aussi, commence à s'allonger. Au départ, ce qui devait être de la mise au point, devient finalement du débugage, c'est-à-dire de la correction. Au départ, la mise au point dans la théorie était en plus de la modification. On fait des tests et on modifie. Finalement, on fait plus de tests. Et peu de tests qu'on fait, c'est juste de voir s'il n'y a pas de problème technique ou si tout fonctionne bien. Mais on n'est pas vraiment dans une mise au point, d'affiner le produit. Et puis après, arrive sur l'intégration. Donc cette réalité-là, quand nous sommes des organismes de production de ressources pédagogiques, peu importe notre secteur universitaire, collégial ou même secondaire, ce sont des réalités qu'on vit. Et puis souvent, c'est la conception qui va manger une partie de votre budget. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, juste ce départ-là. N'hésitez pas dans le chat, en tout cas, à me dire si c'est des réalités que vous vivez aussi, ou en tout cas de mettre un petit signe si jamais vous pensez que c'est quelque chose qui
que vous reconnaissez. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de cette expérience pour vous? Donc, si on prend Michael Allen, qui est un Américain qui a créé un livre qu'on je vais vous montrer plus tard, mais aussi une société qui s'appelle Allen Interaction, qui a un petit peu développé un nouveau modèle qui vient en opposition du modèle ADIE, qui est un modèle plus utilisé généralement dans les universités, puis qui est bon. Hein. Tous les modèles sont intéressants, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça se prête peut-être moins dans un contexte revu par les nouvelles technologies et avec des processus qui sont occupés à évoluer. Donc ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le processus qu'on utilise, ça va donner le type de produit qu'on aura. Donc si on fait un processus en cascade, donc on fait d'abord ça, on s'arrête, puis on fait la partie suivante, donc on aborde l'analyse, après on design, donc on conçoit, on fait de la conception, et puis après à ce moment-là on va développer, puis après on va l'implémenter, puis on va l'évaluer. Donc vous aurez un type de produit qui est issu de votre processus. Donc si on veut avoir des produits plus innovants, des produits qui sont plus centrés sur les apprenants, qui amènent un certain degré d'engagement, d'enthousiasme, ben, il est certain que le processus en cascade ne vous permettra pas de faire des produits innovants, parce qu'il est très séquencé. Donc ce sont des méthodologies qui fonctionnent bien pour des produits existants avec des processus établis, éprouvés, qui fait qu'on sait que oui, ça prend 5 jours et pas 6, ça prend 10 jours et pas 11, et à ce moment-là, la méthode fonctionne bien. Mais dès qu'on est dans une sorte de produit d'éducation, puis qu'on est dans un renouvellement continu, parce que l'éducation, c'est toujours se renouveler, faire un petit peu différemment, c'est certain qu'à ce moment-là, on a plus de mal, et puis notre phase de conception pédagogique est souvent beaucoup plus longue que le temps qu'on en aurait. Alors, je vois que Marie-Josée nous rejoint là-dessus. Donc, on va parler aujourd'hui de mes méthodologies. La deuxième idée, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puis on va devenir très pratico-pratique sous peu, je mets juste un petit peu la table, c'est que je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais souvent les concepteurs pédagogiques sont assez seuls. Il y a une forme de solitude du concepteur pédagogique où il est avec l'expert de matière, il fait l'interface avec les développeurs, puis c'est le pivot, comme au basket, là, c'est le pivot, puis c'est Babel, parce qu'il doit parler 3 langages différents, il doit parler le langage technique, il doit parler le langage de la gestion, puis il doit parler le langage pédagogique, et puis c'est pas évident. Alors que normalement, la conception, c'est une activité de groupe dans laquelle on doit intégrer tout le monde. Mais dans la réalité, on remarque, et encore il y a 4 ans, dans le centre franco-ontarien, avant qu'on décide de changer toute notre approche, physiquement, nos bureaux étaient séparés. Donc, il y avait la conceptrice pédagogique qui était dans un bureau, j'avais mes experts de matière qui étaient dans un autre bureau, j'avais mon équipe multimédia qui était dans un autre bureau, ou sur même des étages différents, qui parfois appartenaient même à des services différents. Alors, l'idée, c'est que si on veut changer, il faut amener tous les gens qui participent de près ou de loin à travailler ensemble à la conception pédagogique. Et le génie, c'est une activité de groupe. Le génie, c'est pas quelque chose qui est inné. Oui, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui sont talentueux, mais jamais on sera capable de rivaliser le génie d'un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre conscience. Puisqu'on parle de groupe, on va parler de design thinking. Sûrement que vous avez déjà entendu parler, pour peu que vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Internet ou que vous suivez certaines personnes sur des comptes Twitter ou que vous avez lu d'autres conférences. On parle beaucoup d'approche centrée utilisateur. On est plus en pédagogie, on parlera de socio-constructivisme. On va s'éloigner de la pédagogie dite explicite, c'est-à-dire non pas donner du contenu, mais on va se centrer sur l'apprenant, qu'il soit adulte ou qu'il soit étudiant. On va essayer de trouver c'est quoi ses besoins, c'est quoi ces types d'erreurs et comment est-ce qu'on peut répondre avec des activités pédagogiques authentiques, intéressantes et engageantes qui lui permettent finalement de développer ses compétences. Et pour arriver à faire cette approche centrée sur l'utilisateur, il y a des méthodologies qui existent. Là. On nous les a apprises, on s'est formé pour ça. Et le design thinking qui vient du monde du marketing et qui était totalement adapté dans le monde de l'éducation est vraiment une méthodologie agile, pour le coup, c'est-à-dire agile, on va revenir sur le mot après, mais c'est une des premières méthodologies agiles qui permet, en termes de processus de création, d'aller chercher des stratégies différentes pour créer. Alors, on va parler des processus de création, justement, de la conception pédagogique. Je vais laisser le slide apparaître. Donc, l'idée, c'est qu'on va parler de l'immersion. L'immersion, c'est cette rencontre où tout le monde est là. Et on invite même des personnes extérieures. Après, on pourra se poser des questions en termes de faisabilité, de temps. Est-ce qu'on est toujours capable de faire des immersions au départ d'un projet? Mais c'est une journée, c'est 2 journées avec une dizaine, une quinzaine de personnes, de l'animation, des techniques de pensée créative, si on le traduit en français, pour faire émerger les besoins et pour faire émerger des solutions. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 jours ou 3 jours, dépendant des budgets et du temps, on va s'entourer
du client. On va s'entourer des utilisateurs finaux, si on peut les trouver, donc des étudiants, ou des élèves, ou soit les personnes qu'on doit former, si c'est de la formation perfectionnement professionnel, des enseignants, ou si c'est de la formation en entreprise, des clients. En tout cas, de la clientèle finale, on va les mettre dedans aussi, puis on va travailler avec eux sur leurs besoins à travers des techniques. Ensuite, on va vraiment essayer de scénariser cette partie-là pour très vite arriver à un prototypage et pour très vite le tester. Et donc, cette étape-là, qui souvent paraît comme une étape on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'argent, finalement, avec une certaine méthodologie, elle est facilement, on peut la mettre en place sans pour autant dépenser 50% de votre budget rien qu'en faisant ça. Donc, pour vous donner un exemple très concret, dans certains projets qu'on va faire, donc on réunit ces gens-là, on a des papiers, on a les fameux post-it qui paraissent un peu caricaturales qu'on fait du design thinking, mais donc on crée des questions de remue-ménage, on va parler un petit peu des types d'activités. On fait remuer tout ça, on leur demande de trouver des solutions, donc de créer des solutions, de les proposer, ces solutions-là, puis après nous on part avec ça pour commencer à faire vraiment notre part de scénarisation. Donc ces 4 étapes-là que vous allez voir, donc ce qu'on vient de parler, c'est vraiment la première étape. Donc on va garder ces 4 étapes-là, et on va rester sur l'idée qu'on va être centré sur l'utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir ce qu'il désire, on veut savoir ce qui est faisable d'un point de vue technologie, on veut savoir ce qui est viable d'un point de vue de finance. Donc il est certain que quand on fait ça, on ne peut pas se dissocier des 3 ronds que vous voyez devant vous sur la gauche. Et évidemment, on est sur l'intersection finale qui fait que c'est là que ça va se passer pour trouver des produits innovants en termes de conception agile et rapide. Donc on va se mettre ensemble et on va essayer d'aller chercher ces informations-là en termes de souhaits, mais aussi en termes de faisabilité. C'est pour ça que j'ai besoin du chargé de projet, j'ai besoin de l'utilisateur final, j'ai besoin de l'expert de matière, j'ai besoin de l'illustrateur ou du développeur, et j'ai besoin que tous ces gens-là soient ensemble, et puis généralement on ne les met pas ensemble. Alors ça évolue, puis j'ai pas une expérience de toutes les entreprises qui font de la production de ressources au Canada, ou en Europe ou en Belgique, mais l'idée que encore aujourd'hui on voit qu'il y a certaines réalités organisationnelles qui font qu'on ne réunit pas ces gens-là à un moment clé qui est le moment du départ. Et ce moment-là peut prendre 2 jours ou 3 jours et ce sera les meilleurs investissements que vous aurez jamais fait sur votre budget. Et puis là, ça prend de l'animation, ça prend un chef d'orchestre, alors c'est certain, on va en parler un petit peu après. Donc les étapes du design thinking, elles sont très classiques et puis vous les retrouverez partout. Ça peut évaluer d'une vision à l'autre, mais c'est souvent les mêmes étapes. Donc on va faire beaucoup d'exploration, de la collecte de données. Après, on va essayer de rassembler tout ça, ce qu'on appelle le cadrage ou vraiment l'organisation. Puis après, on va faire ce qu'on appelle de l'idéation. On va imaginer des solutions. Après, on va essayer de les expérimenter en faisant des prototypes, voir si c'est faisable. Et puis après, on va essayer de les tester directement. Mais on va revenir sur la notion de ce qu'est quoi un prototype. Parce qu'un prototype, ça peut être des choses très simples, sans pour autant déjà dépenser beaucoup d'argent, de temps de développement ou de temps de production pour les tester. Et puis après, on va recommencer. Donc, normalement, il peut recommencer ça. Donc là, c'est un peu l'idée de ce que ce serait le design thinking. Donc vous avez ici un ouvrage pour tous les enseignants qui s'appelle le design thinking pour les enseignants. Il est français. Ça a été fait par IDEO, qui est une des plus grandes boîtes de marketing de design thinking, en collaboration avec des écoles, je pense que c'est au Colorado. Il faudra juste vérifier dans l'ouvrage, je ne sais plus de mémoire. Et vous allez trouver en français toutes des stratégies, des types d'activités, des gabarits vides qui vont permettre de faire du design thinking avec vos enseignants. Et ça peut simplement être pour retravailler en tant que concepteur ou en tant que conseiller pédagogique, retravailler la planification du cours, retravailler ce qu'on appelle la planification à rebours en Ontario, c'est-à-dire les activités pédagogiques, les objectifs pédagogiques, les démarches de l'élève, les stratégies d'enseignement, mais le faire vraiment en mode design thinking, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, pour être vraiment centré sur l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage gratuit, le lien PDF est en dessous que je vous recommande, mais qui vous montre ce fameux cycle. Donc on va souvent, on va diverger. C'est quand vous voyez l'écart qui se fait comme ça, puis après on va converger, c'est-à-dire qu'on rassemble les idées. Et puis généralement, on va faire ça de très fort au départ, un peu moins ensuite, pour arriver à cette étape d'un prototypage avancé. Alors, des activités pour diverger. L'interview archéologique, par exemple, là, on met les gens par 3.
On demande à une personne d'écrire ce qu'elle entend. On demande à une personne de poser des questions sur une grande question qu'on a posée, puis on demande à une personne de parler. Donc quand on est des groupes de 15, comme ça on fait 5 groupes de 3, parce que ça doit être des chiffres de 3, parce que sinon, généralement, la dynamique de groupe n'est pas bonne. Et alors, on fait ce qu'on appelle l'interview. Puis généralement, l'interview, c'est notre activité brise-glace. C'est une manière d'aller sonder les besoins, d'aller sonder l'expérience, d'aller sonder aussi le côté passionnel au niveau d'une problématique. Imaginons pour un cours de géographie en Ontario, pour un qu'on avait fait, c'était pourquoi est-ce que les jeunes n'aiment pas un cours de géographie. Il semblait que grosso modo, les enseignants de géographie expliquaient que les jeunes c'est pas le cours favori de manière générale. Alors, on essaie de travailler sur cette problématique-là. Et on le compose sous une forme de problématique, c'est-à-dire comment peut-on améliorer l'engagement ou l'amour de la géographie pour les élèves de 6e année en Ontario. Donc, ce sont tous des manières d'arriver à poser la problématique. Et puis là, on fait l'interview. Et chaque prof ou chaque personne, puis on aura le gestionnaire, parce que il y a des gens qui n'enseignent pas et quand ils font l'interview, mais c'est des gens qui ont été à l'école, même si ça fait 10 ans, peu importe, il y a des animateurs, il va y avoir des programmeurs, donc on veut que ces gens s'y parlent. Donc au-delà de l'interview elle-même, de ce qui va ressortir, on veut que les gens arrivent à se comprendre, et pour qu'ils arrivent à se comprendre, ils doivent se parler. Et pour les amener à se parler, pour briser les silos, il n'y a rien de mieux que les activités de design thinking, et l'interview en est une autre. 600 mots, 6 minutes. Vous mettez tout le monde debout, ils n'ont pas le droit de se parler, une grande feuille au mur, vous avez la feuille, puis vous dites aux gens, voilà, vous mettez un mot, vous n'avez pas le droit de parler, l'autre met un autre mot, c'est comme une sorte de carte mentale finalement, et puis après, on ne se parle pas, on met des mots. Et vous mettez le chronomètre et puis c'est parti, c'est 6 minutes. Et c'est très dur, parce qu'après 10 minutes, vous allez voir que les gens n'écrivent déjà plus. Alors, après, on commence vraiment à se creuser les méninges, et puis une fois que cette carte mentale, elle est faite, on va essayer de la catégoriser, puis après, on va essayer de la hiérarchiser. Puis après, de là, on va essayer de trouver des idées. La pieuvre, on pose une première question, et on demande avec cette question-là d'en poser 2 autres, qui sont liées à cette première question-là. Puis 2 autres questions qu'on a posées, on demande d'en reposer 2 autres. Et puis on essaye comme ça d'arriver à 6 niveaux de questions. Puis vous allez voir que si vous le faites, il y a des pattes de la pieuvre qui vont mourir. Parce que finalement la question elle n'a plus de sens, et puis on se rend compte qu'elle est redondante, qu'elle rejoint une autre patte, et puis il y a parfois des fusions. Ça nous permet d'aller chercher les vraies questions. De ne pas rester sur les questions trop générales, mais d'aller vraiment dans le contenu, de rentrer vraiment dans le concret. Et donc la pieuvre est vraiment une approche de remue-ménage intéressante pour essayer de comprendre c'est quoi vraiment le fond du problème. Parce que si on veut trouver des bonnes solutions, il faut poser les bonnes questions. Puis c'est très dur d'arriver à trouver la bonne question, parce que la question, c'est elle qui va représenter la problématique qu'un enseignant, qu'un concepteur veut résoudre à travers un produit qu'on va faire. Puis si on fait pas ça, on fait notre produit, on fait notre scénario image, on avance, et puis d'un coup on arrive, on commence à connaître mieux notre produit, et puis finalement, on a déjà l'étape de production, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc toutes ces activités-là sont vraiment dédiées à essayer de nous donner le maximum d'input, le maximum de données pour éviter de se retrouver à un moment donné dans le processus du projet, à se prendre conscience qu'il y a des pans du projet, qu'il y a des versants qu'on n'a pas pris en compte. La question à l'inverse, je trouve ça génial, c'est au lieu de dire comment peut-on aider les élèves, comment peut-on les amener à aimer un cours de géographie, c'est comment est-ce qu'on peut les amener à détester un cours de géographie. Et donc ça, généralement, c'est l'activité qui brise un petit peu nos préconceptions du cerveau, et qui nous permettent de lâcher un peu d'humour, et puis de lâcher aussi de l'imaginaire, et puis finalement poser la question à l'inverse, souvent ça donne des bonnes idées. Une autre activité qui est très intéressante aussi, parce que souvent on est dans la parole, on est des gens qui parlent, puis là je parle, mais à un moment donné on oublie le dessin. Il y a beaucoup pour ceux qui regardent un petit peu, là il y a beaucoup de sketchnoting qui vient un petit peu, en français on appelle ça les croquis-notes. Donc c'est d'amener les gens à dessiner une solution. Vous leur demandez, ok, ne me la dis pas, ne me l'explique pas avec des mots, dessine-la moi. L'activité qui est toujours très dure à faire en groupe pour l'instant. En tout cas, moi, je remarque que c'est quelque chose qui est pas naturel. Notre nature, c'est d'utiliser le verbal. Et de demander à quelqu'un de vous expliquer une solution en mode dessin, vous allez voir que c'est très intéressant comme activité aussi de design thinking, parce que ça amène toute une nouvelle partie du cerveau qu'on utilise, qui n'est pas la même partie qu'on utilise pour juste être dans le raisonnement ou dans l'explication, ou en tout cas dans la parole. À partir de là, on essaie de trouver des phrases à trous.
qui nous permettent d'avoir des ébauches de solutions. Et après, on utilise, nous, des gabarits comme celui-là que vous avez là. Donc, c'est de nouveau un gabarit, c'est gratuit. Ça a été fait par la société Notosh. Donc, le principal propriétaire s'appelle Iwan McIntosh, qui fait des formations de design thinking dans les écoles, dans les entreprises. Un conférencier hors pair, si jamais vous avez la chance soit de suivre une formation ou d'acheter un de ses livres. Enfin, j'ai rien à gagner pour ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Mais en tout cas, le PDF que vous avez trouvé sur votre droite, le carré, c'est une manière de rassembler toutes les informations qui auraient émergé au fur et à mesure des activités pour qu'elles soient condensées dans un livrable concret qui va nous permettre après de vraiment passer en scénarisation pédagogique. Donc, je ne vais pas le cliquer maintenant, mais je vous invite vraiment à aller le voir. L'autre document qui est là, lui, il vient de Institute of Play. Donc, Institute of Play, c'est un organisme au Colorado qui a créé vraiment un super ouvrage, de nouveaux gabarits vides, avec beaucoup de méta sur comment faire les activités, qui vous permettent de vraiment penser la scénarisation avec une approche plus de jeu, plus ludique, et avec vraiment des gabarits super utiles, parce que c'est facile de le dire, c'est beaucoup plus dur de le faire, en tout cas. Donc ce que j'essaie de vous donner à travers cette diapositive ici, c'est de vous donner des outils. Et puis, la première fois, ce ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Et puis, vous en faites une deuxième, une troisième. Et à force de faire ces activités de design thinking, vous allez vous améliorer. Vous allez devenir un animateur, concepteur pédagogique qui va faire de la collecte des données. C'est comme des mini-recherches-actions universitaires que vous faites avec votre clientèle pour être capable finalement d'aller chercher de l'information pendant les 3 jours, les 2 jours, dépendant de votre projet. Et ça, c'est vraiment des outils qui sont à disposition, qui sont faits par vraiment des organismes de haut niveau en termes de méthodologie, de pensée, de création, qui sont vraiment très intéressants et que nous utilisons donc au Centre franco-ontarien depuis 4 ans, puisqu'on a commencé à quelque part, on a été formés, puis après on a trouvé des outils, et puis après on les a utilisés. Donc ça, il y en a d'autres, mais c'est des recommandations. Donc toujours dans ce type de départ, on est toujours à l'immersion. On va rentrer en phase de scénarisation, mais dans notre immersion de 3 jours, on fait de l'immersion, on fait de la scénarisation, on fait du prototypage papier, évidemment, puis après on va reprendre ces 4 phases-là et on va les refaire dans notre phase de scénarisation. Donc c'est toujours les mêmes étapes qui vont revenir. Une de mes autres mentors, Manon, elle dit j'ignore pourquoi une autre fois qui a échoué, je ne suis pas certain de savoir qu'est-ce qui a échoué Manon. Je vais remonter le clavardage si jamais je vois, sinon il faut juste me préciser de savoir qu'est-ce qui aurait échoué. Ok, c'est peut-être au niveau de la connexion alors, ok. Donc Cathy Moore, vraiment, elle travaille chez Kineo, grosse boîte aussi de production, de formation, ce qu'ils appellent évidemment d'e-learning en anglais, mais bon, de formation en entreprise, fait des formations sur ce qu'elle appelle l'action mapping. Donc l'idée, c'est qu'en tant que concepteur pédagogique, ce qu'on veut, c'est changer ce que les gens y font. On ne veut pas changer ce que les gens ils savent, parce que si on veut juste donner du savoir, de la connaissance, on donne des liens, ils vont sur Internet, on donne des ouvrages, ils les liront, et puis on aura juste apporté de la connaissance. Mais nous, en tant que concepteur, la manière dont je le vois, puis la manière dont elle le voit, puis c'est ça que je rejoins comme idée, c'est qu'on veut changer des comportements. On veut développer des compétences, mais on ne veut pas simplement informer un employé, on ne veut pas simplement informer un enseignant. Oui, vous pouvez lui dire qu'il faut faire de l'approche par compétence, oui, on peut lui dire qu'il faut pas faire du contenu pour du contenu, mais qu'il faut faire de l'action pédagogique, mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est lui apprendre à le faire. Et c'est ça qui est plus dur, c'est actionner la théorie plutôt du design thinking ou du changement pour créer des belles expériences d'apprentissage plutôt que juste de pousser de l'information. Donc on conçoit des pratiques, on ne fait pas des quiz. Et puis j'aime beaucoup cette phrase parce que encore aujourd'hui, puis c'est sans aucun jugement, ce sont des temps, ça prend du temps d'évoluer dans tous les systèmes. On fait encore beaucoup du quiz, puis fondamentalement le quiz va mesurer une connaissance dans un temps donné, et puis bon, on vient de la rétention de la connaissance à travers les quiz qui vont évaluer de la connaissance qui ont été fournies à travers des écrans. Finalement, qu'est-ce qu'on en retient et pendant combien de temps on va le retenir? Et si on refaisait juste le quiz 6 mois après, est-ce qu'on aura encore l'information, le même résultat que le quiz qu'on aurait fait juste après avoir lu toute l'information, ou est-ce qu'on devrait redemander qu'il relise toute l'information? Donc finalement, quelle est la prégnance de ça là? Donc ça, c'est des questions qui sont intéressantes à garder quand on travaille sur des actions. Alors, l'action mapping est aussi une méthodologie d'agilité
et qui est assez rapide. Donc là, vous trouverez donc je crois que j'ai oublié de mettre le lien, mais je le donnerai à l'un. Sinon, si vous le tapez, vous allez trouver le schéma, donc We Need Training, qui est tout un schéma de design thinking pour vraiment penser votre début de conception pédagogique, pour éviter qu'elle s'étende et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez de nouveau en production et découvrez des choses qu'il faut voir. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques? Comment on sait qu'on a un problème? D'où ça vient qu'on sait qu'on a un problème? Comment est-ce qu'on veut changer ce problème-là? Ça, c'est des questions de base. Et puis ça, c'est des interviews. C'est d'aller chercher l'information auprès de la clientèle finale. Quels sont les changements qui peuvent aider à changer la situation? Donc on a identifié ce qu'on veut faire, on a identifié les problèmes. On ne veut pas juste faire de la formation, on veut répondre à un problème en faisant de la formation. Ça, c'est toute une autre approche. Quand je veux enseigner en géographie, c'est quoi le problème en géographie? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Et là, on va plus loin que simplement de dire on n'aime pas la géographie. Alors du coup, on va commencer à creuser. Pour ça, il faut interviewer les élèves. Parce que peut-être, il y a plein de choses qu'ils adoreraient en géographie, mais il y a quelque chose qui fait que ils n'aiment pas, qu'ils n'accrochent pas. Donc on va essayer de vraiment trouver le problème réel. Ensuite, on va essayer de trouver ce qui pourrait amener, quelles seraient les activités qui permettraient de faire évoluer la situation et de changer les choses. Qu'est-ce que les apprenants doivent faire et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Alors ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi à poser comme question, parce que c'est toujours dans l'aspect de l'action. Qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce qu'ils fassent? C'est pas ce qu'on s'attend à ce qu'ils sachent, c'est qu'est-ce qu'ils devraient faire. Et puis, de trouver les types d'erreurs dans l'action, du comportement qui ne font pas, et de lister toutes ces actions observables que les personnes devraient réaliser. On te liste, ils devraient faire ça. Toutes les actions, des verbes et l'objet sur lequel on veut mettre le verbe, et on liste vraiment des verbes d'action. Et pas des verbes de mémorisation, pas des verbes de connaissance. Donc si on prend Bloom, on est vraiment sur les hautes habiletés de la pensée. Et puis après, on se pose la question de l'information. Quelle est l'information minimum qui est requise pour être capable de faire l'action et d'amener le changement dans le comportement? Et tout ça, c'est dans votre initial, c'est au départ de votre conception pédagogique, c'est votre première phase qui vous permettra après simplement de faire un cahier des charges. Si on fait un devis, c'est une chose. Dans le devis, aujourd'hui, au Centre franco-ontarien, on dit que la première partie d'un contrat, ça va être de faire l'immersion. C'est ce qu'on appelle la phase qui prend un petit peu tout ce que je vous dis pour l'instant, entre 3 et 5 jours, dépendant des budgets, puis parfois un peu plus si c'est un gros contrat. Et on fait toutes ces collectes d'informations-là. Et à partir de là, on dresse vraiment les besoins, on dresse des concepts, et puis on fait un cahier des charges avec des allocations budgétaires, des dotations et des choses comme ça pour être capable de planifier. Mais on ne va pas planifier au départ juste avec une rencontre d'un client. On veut vraiment produire cette recherche-là, qui est une mini-recherche-action, mais c'est comme ça que je le vois, centrée sur l'utilisateur, qui va nous éviter bien des soucis ensuite. Et à ce moment-là, on va vers la réussite. Et on propose des activités qui sont réalistes, et on propose il y a Mohamed qui n'a pas de son, j'espère que les autres ont du son, et on extrait de l'information qu'ils ont besoin. Alors, ça c'était la première étape de votre processus. On revient sur la deuxième étape. Donc une fois qu'on a fini cette immersion, dans laquelle on fait quand même de la scénarisation, du prototypage et du testing, là, vous quittez votre grand groupe, vous vous retrouvez dans l'entreprise avec l'expert de matière, peut-être avec le sous-traitant ou en interne avec le fournisseur. Et vous allez commencer à essayer de scénariser et de prototyper et de le tester encore le produit. Donc l'immersion aurait été comme un mini processus finalement de scénarisation pédagogique et de prototypage. Alors de prototypage en immersion, au départ, ça peut être simplement des PowerPoint avec des idées, des concepts qu'on va demander, tiens, si on faisait ça, ça peut être sur papier. Donc il y a plein de manières de faire du prototypage à la phase d'immersion. Et vous allez voir qu'en phase de scénarisation, il y aura de nouveau une immersion, j'espère que je ne vous confonds pas, c'est que les 4 étapes se retrouvent dans l'étape 1, et les 4 étapes se retrouvent dans l'étape 2. Et dans l'étape 2, on va utiliser de nouveaux outils, parce que tout ce qui était papier, PowerPoint, tout ça, c'est pour la phase 1, qu'on appelle vraiment l'immersion générale. Mais dès qu'on va passer à l'étape 2, à ce moment-là, on va trouver des nouveaux outils. Et c'est un petit peu ça dont je vais vous parler maintenant. Avant de rentrer dans cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez que je creuse ou sur lesquels je suis passé un petit peu vite? Je peux vous laisser quelques secondes, le temps d'interagir si vous le souhaitez. Tout va bien pour Marie-Josée. Merci Marie-Josée. Je vois qu'il y a Pierre, Paul et Mireille qui écrivent peut-être. Je vais juste attendre quelques secondes pour voir si
Si jamais je ne trouve pas la ressource We Need Training. Mais ça, je pourrais la mettre dans sinon je la communiquerai à Alain. Mais si vous tapez Cathy Moore, diriez-vous que le processus précédent est itératif? Oui, en fait, l'idée de l'itération, alors, une itération, c'est une boucle. Hein. Donc, si on revient sur le processus précédent, l'idée, c'est qu'en fait, donc, tout ce que j'essaye de dire pour l'instant, je vais revenir sur la première phase, ici, le processus de création. Donc, cette étape 1, qui prend quand même toutes les étapes qui est là, c'est une première itération. C'est un processus de création. Et donc là, on rencontre les clientèles, on met les 15 personnes dans une salle pendant 3 à 4 jours, on fait des activités d'animation. Ça, c'est une première itération. Avec cette première itération-là, vous avez fait émerger des besoins, vous avez fait émerger des problématiques et vous avez été chercher depuis le terrain des idées de solutions que vous avez prototypées de manière souvent papier ou PowerPoint, mais pas de développement, pas de manière très coûteuse, et que vous aurez si possiblement testé aussi. Alors, tester, ça peut être simplement de faire une activité pédagogique avec, en groupe de 3, juste de la réaliser, parce qu'on remarque souvent que les concepteurs pédagogiques ne répondent pas à leur propre conception. Ça, c'est dans la réalité au départ du centre. On se rendait compte que quand on avait des experts de matière, quand on rédige des planifications de cours, généralement, la personne qui la rédige n'y répond pas. Elle n'essaye pas de le faire elle-même. Et puis, la première chose qu'il faut faire, pourtant, en termes de conception pédagogique, c'est de répondre à sa propre activité pédagogique. Donc, de la réaliser, puis en la réalisant, on se rend compte si oui ou non il y a des choses qui ne vont pas. Puis nous, le concepteur n'est pas représentatif de la clientèle finale, mais au moins s'il est fait pour lui-même, ça va déjà faire émerger des choses. Alors, la deuxième itération, pour revenir à la question, ça va être l'itération de ce que j'appelle la scénarisation. C'est l'étape 2, je crois que je l'ai passé juste avant. En tout cas, non, c'est celle qui va arriver ici. Donc c'est l'étape 2 qui est là. Et donc là, on va partir en comité plus restreint, à savoir le concepteur, l'expert de matière, les développeurs, des choses comme ça. Et on va prototyper. De nouveau, on va continuer à scénariser parce que l'immersion vous donne, le processus de création vous donne vraiment beaucoup de données, des idées de solutions, c'est beaucoup de papier. Puis tout ça, il faut essayer de l'agglomérer puis commencer à avoir un début de produit. Alors ça, c'est la deuxième itération. Donc c'est en ce sens-là que le produit est itératif. Donc, pour scénariser, donc on va faire des activités. Pour chaque activité, au départ, ce qu'on fait souvent, c'est, vous voyez, le I, c'est information, 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 action. Ça, c'est souvent comme ça que vous allez voir des produits. Donc, l'idée, c'est de penser à l'inverse, c'est de penser action, 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 et quelle est l'information nécessaire pour l'action? Quelle est l'information que je vais fournir? Quelle est l'information que je vais demander que l'usager cherche lui-même? Parce que probablement que ça serait plus intéressant. Donc, on va comprendre les problèmes que les gens ont besoin de faire et on va les aider en pratique à les faire. Donc, l'ouvrage de Cathy Moore, il est vraiment à voir sur toutes les bonnes tables de nuit des concepteurs. Et c'est une méthodologie vraiment dite agile à ce niveau-là. Donc là, une fois qu'on a scénarisé notre approche, donc on a pris notre immersion, on a créé des activités, on est reparti en groupe plus restreint et on a commencé à composer. Donc arrive toute cette étape-là, c'est ce qu'on appelle le RAID, puis vous avez la phase de développement itératif qui vient ensuite. Je la sors de ce qu'on appelle la conception agile, rapide, et c'est ça. Donc l'idée, c'est que la méthodologie que vous voyez devant vous, c'est la méthodologie d'Allen, interaction. Donc ça s'appelle la méthode SAM. Donc, SAM, ça veut dire successive, approximative, modèle. Donc on fait des modèles en phase de préparation. Ils appellent la phase de préparation, que moi j'appelle la phase d'immersion. Et après, vous avez la phase de conception itérative, que j'ai appelée la phase de scénarisation, conception, prototypage. Et donc, le côté itération, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un premier prototypage, vous allez le tester, puis vous allez en faire un deuxième. En immersion, vous allez faire quelques fois, peut-être 2 ou 3 fois, dépendant du nombre de jours que vous avez. Après, en phase de conception itérative, ce que j'appelle scénarisation, conception, vous allez le faire peut-être aussi quelques fois, dépendant du niveau du temps, du calendrier, vous allez le tester. Et donc, c'est dans cette manière-là que finalement, l'approche est itérative. Donc vous voyez qu'on s'éloigne de analyse, design, développe, implémente,
et évalue. Alors oui, aujourd'hui, il y a des méthodes agiles de la phase ADIE, c'est-à-dire qu'on analyse, et puis on reste sur analyse, et puis après on design, puis on reste sur design. Donc finalement, l'évolution de ADIE peut devenir une évolution agile. Alors, Franck, je suis très content de vous poser la question. On arrive juste à ça. Alors du coup, c'est juste pour vous montrer, là, on est encore sur la méthodologie. Maintenant, les outils. Alors ça ne pouvait pas mieux tomber, Franck. Outils de scénarisation et de prototypage. Alors, c'est-à-dire que ça, vous voyez qu'il est marqué quitter PowerPoint. Puis je suis pas du tout opposé au PowerPoint. J'adore PowerPoint, c'est un super outil. Surtout quand on l'utilise de manière un peu plus avancée, là c'est vraiment très intéressant. Mais aujourd'hui, quand on fait de la conception pédagogique, quand on fait des tutoriels vidéo, quand on fait des infographies interactives ou des infographies tout court, quand on veut faire des applications, parce qu'il y a vraiment des outils aujourd'hui très très simples pour créer même des applications, quand on veut créer des vidéos interactives, il y a plein d'outils pour le faire. Le problème, c'est que quand on fait notre scénarisation et notre prototypage dans PowerPoint, avec tous les fameux gabarits que vous pourrez trouver sur Internet, ce que je vois à l'écran, ce que j'entends, l'objectif, et qu'après vous allez donner ça à un développeur, puis il voit la colonne, ce que je vois à l'écran, il va la copier-coller, ce qu'il va faire, puis ainsi de suite. C'est que c'est en le faisant que vous vous rendez compte qu'il y a trop de texte, que vous vous rendez compte que ça ne fait pas de sens, et que finalement, il faut recommencer la scénarisation. Du coup, il y a plein d'outils. J'ai aucun pourcentage sur aucun des outils, puis c'est pas du tout exhaustif. Je parle de ceux que je connais, mais j'ai aucune prétention de tous les connaître. Le premier, pour l'instant, c'est notre outil au centre, je dirais, majeur, qui vient avec un coût. J'en suis conscient, c'est pour ça que les outils de droite sont plus gratuits, mais quand même, si jamais il y a un budget, ça s'appelle la suite Articulate Storyline. C'est la suite, je dis bien tout l'ensemble de la suite, et pas simplement le logiciel lui-même qui s'appelle Storyline. Donc dans cette suite-là, vous avez plein d'outils. Des outils soit pour de la révision, des outils soit pour du prototypage, des outils pour faire de la capture vidéo. Et puis moi, je m'attends pas à cette phase-là que ce soit un développeur ou un animateur vidéo qui le fasse. Ce brouillon-là, ce prototypage-là, je m'attends à ce qu'il soit fait par le concepteur pédagogique avec l'expert de matière. Puis ça bouscule l'image qu'on peut avoir d'un concepteur pédagogique en termes de compétences technologiques. C'est-à-dire que pour moi, je m'attends à ce que le concepteur il rentre dans ces outils-là et qu'il fasse un premier produit qui pourrait s'arrêter là, dépendant des budgets, ou qui pourrait être après donné à un professionnel qui lui va utiliser d'autres logiciels, de la suite Adobe par exemple, pour rendre ça, il va l'illustrer lui-même et tout ça, et il va pas utiliser une banque d'images, on va arriver après sur les slides de droite, mais donc ça, ce serait le premier. Le deuxième que vous voyez en dessous, qui est gratuit, lui par contre, H5P, pour peu que vous êtes un petit peu à l'aise avec WordPress, avec Moodle, avec Drupal pour les CMS ou les LMS, mais même sur le site eux-mêmes, maintenant, vous pouvez les créer à partir de leur site, parce qu'au départ, c'est juste des plugins qu'on pouvait installer, des librairies JavaScript. Maintenant, c'est carrément un site où on peut produire du contenu. C'est incroyable. Puis on se demande toujours c'est quoi les modèles économiques dans ces cas-là, mais en tout cas c'est incroyable le nombre d'activités pédagogiques, interactives que je suis capable de produire en tant que concepteur et de voir si ça fonctionne. Puis à partir de là, je la produis rapidement, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est d'où on arrive au côté agile et rapide, c'est-à-dire que je rentre dans ces outils-là, je peux avoir un brouillon, si jamais c'est une étape nécessaire, où je crée mes objectifs pédagogiques, tout ça, mais très vite, ce que je demande au concepteur, c'est fais-le. Fais-le, rentre dans un outil, produis-le. Ça ne va pas être joli, c'est pas grave là, mais fais-le, teste-le, parce que les outils qui sont là ne demandent pas des grandes compétences, ou aucune compétence d'ailleurs de programmation. Ça demande un peu de débrouillardise technologique et de patience avec soi-même, quoi. Alors pour les vidéos d'animation, puis la vidéo d'animation c'est quand même un produit qui est très consommé en conception pédagogique. Moi je vous invite à aller voir il y a celui que je vous ai montré, s'appelle Sparkle, qui lui coûte $40 par mois, qui est vraiment pas cher. Vous pouvez aller voir Movely, vous pouvez aller voir Powtoon, ce sont tous des outils qui sont existants. Si vous tapez vidéo d'animation sur Internet, vous allez tomber directement sur des outils gratuits avec des phases payantes ou totalement gratuits, dépendants. Mais de nouveau, moi je m'attends à ce que ce soit presque un expert de matière qui rentre dans ces outils-là. Il y a des bibliothèques d'images qui sont gratuites, elles sont pas jolies, c'est pas grave. On fait notre animation, on enregistre sa propre voix. Pas besoin de passer dans un studio, quoi que ce soit. Vous mettez votre casque comme je le fais maintenant, on enregistre sa voix, on met les images, puis on regarde ce que ça donne. Puis si ça donne bien, vous avez votre prototypage, vous le testez,
Et puis après, vous le donnez à un animateur vidéo qui, lui, va vous faire des illustrations sur mesure, avec un design, conception graphique avancée et des animations qui pourraient être un peu plus riches. Mais quand même, vous ne lui donnez pas un PowerPoint, vous lui donnez un brouillon vidéo. Et croyez-moi que pour l'avoir vécu, quand un animateur reçoit un brouillon vidéo, c'est beaucoup plus clair pour lui que s'il reçoit un PowerPoint en disant scénario image, première séquence, voilà ce que la narration dit ça, voilà ce que je veux voir à l'écran, voilà le type d'animation que je voudrais que ça se passe. Parce qu'on ne l'a pas testé, et puis parfois ça fait pas de sens. Alors aujourd'hui, dans les nouvelles avancées de conception pédagogique agile et rapide, il faut inviter, et puis il faut donner le temps d'y arriver évidemment, mais il faut inviter tous les concepteurs à prototyper eux-mêmes leurs outils. On parle beaucoup d'infographie. Aujourd'hui, le monde de l'Internet déborde d'informations. L'infographie est un outil très pratique, un outil visuel qui donne de l'information, qui même pourrait travailler sur l'action pédagogique elle-même si on les rend interactives. Dans des outils comme Storyline, par exemple, on peut commencer à travailler sur les biais cognitifs. On travaille sur les pourcentages. Quand vous avez beaucoup de données, imaginons, on va travailler très peu de temps sur l'inclusion, la diversité. Il y a des chiffres parfois qui sont existants, que les gens ne connaissent pas au niveau, par exemple, des sans-abri avec les classes d'âge, sans-abri pour les hommes et pour les femmes, les communautés qui sont entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais qui sont pas toutes bien intégrées ou bien défendues, que ce soit les communautés autochtones ou que ce soit les communautés LGBTQ. Là-dedans, il y a beaucoup de données. Mais ça pourrait être d'autres données encore qui sont intéressantes de travailler en infographie interactive en disant tiens, vous offrez 3 pourcentages et vous demandez à la personne de choisir à son avis quel est le pourcentage par rapport à une inclusion ou à une exclusion d'une communauté. Puis à ce moment-là, elle va se rendre compte à travers le choix qu'elle fait, puis la rétroaction qu'elle va avoir, du biais cognitif qu'elle pourrait... On va pas juste lui donner l'information, on va lui demander d'aller chercher comme ça de la réflexion. Donc ça... De nouveau, mon concepteur pédagogique, je vais l'amener sur des outils comme PictoChart, comme Easily, et je vais lui demander de faire l'infographie tout là-dedans. Il prend les images qui sont existantes, même si ce n'est pas les images finales, il me structure mon infographie. À partir de là, j'ai ma maquette. Ça, je peux la donner à un illustrateur. Après, je peux la donner à un animateur qui va la rendre interactive dans Storyline. Donc, quel outil au sein de la suite articulée recommandez-vous pour la phase de prototypage? En fait, Storyline lui-même est très intéressant. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si on fait de la capture vidéo, il y en a deux qui peuvent être intéressants. Donc le studio évidemment peut être intéressant, le bootplay aussi, et si on est plus sur de l'interaction, le problème c'est de faire des scénarios images, ce que vous faites en PowerPoint quand c'est de manière interactive dans Storyline. Évidemment, il y a 3 millions d'images dedans, donc c'est vraiment très intéressant. Le review pour toute la partie collaborative, c'est certain que là, vous plus publier un lien gratuitement, puis tout le monde peut aller sans email, entre guillemets, enfin sans inscription, peut commenter votre outil, donc vous le testez. Donc c'est sûr que review, nous, pour le prototypage, en termes de tester le prototypage, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup. C'est ça. Donc c'est principalement dépendant du type de produit que vous allez faire. Ça va être Storyline, ça va être review. Mais si vous voulez faire un cours en HTML5, responsive, vous avez des quiz dedans, Rise, qui n'est pas très connu, mais qui est quand même super, hein. C'est un des gros nouveaux outils qui est de la suite, est vraiment, avec les exploits en HTML5, est vraiment très très bien pour créer des cours interactifs aussi. Évidemment, c'est pas aussi puissant que le logiciel d'animation d'interaction qui s'appelle Storyline, mais reste que c'est dépendant de vos besoins. La suite est assez complète, vraiment, au niveau vidéo, ou au niveau cours, quiz, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on ne peut pas évoluer tout le changement se fait pas en une fois, mais il n'y a pas que des quiz, il y a d'autres types d'interactions qu'on peut avoir dans le Rise aussi. On peut faire des branchements de scénarios dans le Rise qui sont très intéressants aussi. Ou Storyline, évidemment, chaque fois avec review pour le côté commentaire, et évidemment les librairies d'images pour cela. Oui, puis ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Rise, pour l'instant, il y a pas beaucoup de... Enfin, ce qu'on appelle les héros d'articles de Storyline, font la promotion de ça. Il est certain que pour l'instant, c'est pas encore le produit le plus utilisé. Puis si vous êtes sur un iPad, le Prezo est vraiment intéressant aussi en termes de vidéo tableau blanc. Prototyper avec Prezo sur iPad, c'est super, c'est rapide. Ça me fait penser à un autre outil qu'il y avait avant sur iPad qui s'appelait j'ai plus le nom en tête, s'appelle Think. Avec le mot pensée dedans, mais en tout cas, vous avez votre tableau blanc, vous pouvez vous enregistrer sur votre iPad et puis en
en une demi-heure sur votre iPad, vous avez fait une vidéo tableau blanc avec votre voix, votre doigt, et vous dessinez, vous mettez des choses. Donc, fondamentalement, il y a des outils intéressants. HP5, vraiment, c'est une mine d'or. Si jamais vous ne la connaissez pas, c'est faire des vidéos interactives. Il y a plein de types d'interactions qui sont vraiment le fun en termes de conception pédagogique. Ça varie, ça va chercher d'autres manières de travailler. On oublie simplement aussi les cartes mentales. Là, je vous ai mis Google de Google, mais il y en a plein d'autres. Il y a Xmind, il y a FreeMind, ça. Juste utiliser les cartes mentales pour structurer la scénarisation pédagogique. C'est quand même bien mieux que de faire du PowerPoint. Donc, les cartes mentales, aujourd'hui, je suis toujours encore assez étonné de voir qu'elles ne sont pas si fort utilisées que ça dans le monde de la conception pédagogique, alors que c'est un outil majeur pour organiser les idées, qui est très facile et qui est très orienté aussi sur notre fonctionnement de notre cerveau, avec nos hémisphères, les liens, les couleurs, les catégories, l'idée principale, l'idée secondaire, les relations entre les idées. Alors, ça c'est certain que c'est un outil intéressant. Puis oui, je préfère la liste des outils dont je parle, dont les images sont là. J'en rajouterai d'autres d'ailleurs, parce que j'en ai juste mis quelques-uns après la conférence, puis je les enverrai à Alain. Et le dernier qui est XD, que vous savez, dans la suite Adobe, il y a des outils gratuits et des outils payants. Hein, donc, il faut savoir que tout ce qui est Adobe n'est pas toujours payant. Et puis là, Adobe XD, mais il y en a d'autres pour faire du prototypage aussi, mais là plus au niveau d'interface. C'est vraiment tellement simple à utiliser, c'est super. Il y a aussi des images dedans, puis vous créez de l'interaction et vous faites en 2 heures, en 5 heures, en 10 heures l'équivalent de votre site web ou de votre application ou de votre module de formation. Évidemment, c'est que des images, c'est faux, hein, c'est juste du prototypage. Mais après, ça, vous générez votre lien, puis les gens peuvent le tester, puis juste voir si ça fait du sens. Et donc, de nouveau, ce sont toutes des manières de faire du prototypage rapide qui font partie pour moi de la scénarisation, de la phase de conception. Et je m'attends à ce qu'on y aille très vite, très vite après l'immersion, parce que c'est en le faisant. Et c'est là-dedans qu'on va se rendre compte, on va faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est là que vous allez vous trouver avec une scénarisation qui fait du sens avant de passer en production et de ne pas faire juste des scénarios images, des scénarios images et des scénarios images. Alors, ça, c'est au niveau des outils de prototypage. Alors, Sam, vous avez parlé un petit peu tantôt. SAM, c'est vraiment la méthodologie de développement. Donc là, on est sur la partie droite de mon écran. Donc si je reviens un petit peu en arrière, c'est cette partie-là. Donc c'est la phase de développement itératif. Alors pour cette partie-là, il y a aussi des outils, il y a aussi des manières de faire du développement itératif qui permet d'éviter de tout produire, puis de faire un gros sécu, puis de repartir, et donc de finalement... oui, évidemment, tout à fait, c'est une très bonne remarque de Nicole, lors de la formation de Fadio. Je ne sais pas si c'est de ça que Nicole parle, mais en tout cas, le Reptic a donc fait des activités de H5P. Je sais que Fadio a fait des activités de H5P aussi. Alors, c'est certain que c'est... Enfin, je n'ai pas la prétention de réinventer la roue, mais je pense que c'est vraiment des outils qui valent la peine d'être... Ah, ce serait lors d'une autre rencontre, ok, pardon. Donc, à venir, puis ça... je crois que il y a des niveaux avancés ou des niveaux, on va dire, d'initiation sur H5P. Ça vaut vraiment la peine de creuser, il y a des tutoriels vidéo, il y a beaucoup de choses. Mais à un moment donné, on est tous des savants fous. Les concepteurs pédagogiques se doivent de tester, se doivent de faire des brouillons, puis de recommencer. Puis Olivier, oui. Il y a également une question de l'Université de Moncton, campus de Moncton. Quel programme d'Adobe est utilisé pour la scénarisation? Alors toujours dans l'idée de prototypage, donc si on reste dans l'idée que c'est un concepteur pédagogique, le seul outil qu'on utilise c'est Adobe XD. Et là, ici, c'est l'écran que vous voyez ici sur la droite. Il y a sûrement d'autres qui pourraient être utilisés, puis si la suite évolue, puis elle est grande. À l'époque, j'aurais dit Muse aussi, mais malheureusement, Muse est occupé à fermer. Mais pour ceux qu'on a vraiment utilisés, juste pour parler de ce que j'ai fait, en termes de conception pédagogique, ce serait juste Adobe XD, en termes de conception. Et tous les autres, après, dès qu'on rentre dans Photoshop, dès qu'on rentre dans InDesign, dès qu'on rentre dans Illustrator, dès qu'on rentre dans After Effects, ça généralement je le mets en phase de développement itératif. J'emmènerai pas mon concepteur pédagogique dans ces logiciels-là, à moins qu'il ait vraiment une formation initiale qui fait qu'il est à l'aise d'y aller, parce que j'ai peur qu'il se perde dans les détails, j'ai peur qu'il perde trop de temps à faire quelque chose de beau. On veut pas quelque chose de beau, on veut un prototype. Un prototype, c'est pas beau, là, je crois qu'il y a des articles qui parlent du prototypage, on dirait que ça doit être quelque chose qui doit pas être beau. Alors, ça, c'est XD, en tout cas, pour répondre à la question. Adobe XD.
et qui au départ n'avait pas une version pour Windows et qui a maintenant une version pour Windows. Et si je ne m'abuse, c'est gratuit. Donc pour revenir à SAM, donc j'étais là, donc c'est le développement d'approximations successives. Donc dans mon modèle de production, je vais revenir ici, on va réutiliser ce qu'on appelle des outils auteurs. Les outils auteurs vont nous permettre d'accélérer de nouveau la méthodologie. Alors du coup, ces outils-là vont nous permettre de nouveau, ça peut être un TQ Storyline qui va être utilisé par un développeur, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'outil peut être utilisé par un concepteur, puis parfois le même outil peut être utilisé de manière plus avancée par un développeur. Et puis on ne doit pas tout recommencer puisqu'on récupère des brouillons, puis les brouillons on les reprend puis on les amène à un niveau supérieur. Donc ce qui est intéressant quand on travaille, ça peut être Captivate aussi, ça peut être, il y en a d'autres, un logiciel de rapid learning, je ne veux pas donner l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Là, si vous tapez outils rapid learning, vous allez trouver une centaine de noms différents. Donc, je vais juste parler de ce que je connais, mais je ne vais pas donner l'aval que sur un seul outil. L'idée, c'est que ma conceptrice rentre dans mon outil, mon expert de matière parfois est même capable de rentrer dans mon outil, ma révision linguistique se fait dans mon même outil. Alors ça me permet de gagner beaucoup de temps au niveau du travail, parce que les gens ne travaillent pas dans des outils séparés. Donc il n'y a pas de copie d'écran, de document de sécu, puis on envoie le document de sécu avec les copies d'écran 1, puis s'il n'a pas compris, puis on fait des allers-retours. Puis le cycle de révision, il n'y a rien de pire par rapport à ça. Du coup, y aller par approximation, puis avec des outils auteurs, c'est vraiment un des points importants. Alors, toujours on parlait d'outils concrets de communication. C'est le mot maître, c'est la communication. Donc si on veut avoir une conception pédagogique agile et rapide, il faut qu'on se parle vite, bien et de manière rapide. Alors au Centre franco-ontarien, voici les outils qu'on utilise pour l'instant. On utilise la méthodologie Scrum au niveau de l'agilité, et sans rentrer dans la grande théorie de ce que c'est le Scrum. On utilise simplement ce qu'on appelle les sprints. Enfin, pas les sprints, mais on utilise les rites. C'est-à-dire qu'on va utiliser le lundi, c'est le lancement. Vous voyez que c'est le début là de l'image, c'est le sprint rétro, vous avez le sprint planning, le daily scrum. Donc là, on prend juste quelques petites histoires. C'est que le lundi, tout le monde est là, on met tout le monde debout. Si vous avez la chance que tout le monde est là, si c'est un fournisseur, ça se fait avec des fournisseurs aussi, on l'a déjà fait. Et on focalise les objectifs de la semaine et on essaie de les découper par des objectifs hebdomadaires, quotidiens. Donc, ce qu'on appelle les objectifs journaliers, ce qu'on appelle le daily scrum, c'est-à-dire le sprint du jour, quoi, si vous voulez. Donc on essaie d'avoir quand même un découpage en disant les objectifs c'est ça. On se demande aux gens est-ce que vous êtes tout le monde à connaître ces objectifs, est-ce que c'est clair, oui, non, ok. Et c'est tous les lundis on fait ça. Et tous les vendredis, on essaye d'avoir de la rétrospective, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, c'est quoi les problèmes engendrés. Rien que de faire ça, ça vous permet d'optimiser grandement votre temps de travail et vos budgets, vos calendriers. Alors, souvent on en parle, mais je remarque que finalement, peu souvent on le fait. Et c'est simple, c'est juste de mettre tout le monde, tous les gens qui travaillent ensemble le lundi pendant un quart d'heure, une demi-heure, de mettre tous ces gens-là ensemble le vendredi pendant 1 heure, ça prend plus de temps. Et là, on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, sur base des tickets. Et du coup, on doit avoir, en pédagogie, on parle de preuve d'apprentissage, en méthodologie de conception agile, on parle de transparence. Je veux voir ce que tout le monde fait, et je veux que tout le monde voit ce que tout le monde fait. Donc, il faut qu'on ait une transparence sur la conception et la production. Donc, nous, on utilise pour l'instant Trello, tout le monde a accès à tous les tableaux Trello, avec des power-ups. Trello est gratuit, les power-ups sont gratuits. Si vous voulez des fonctionnalités parfois un peu plus avancées, c'est payant, mais fondamentalement, même aujourd'hui, on a une 25 personnes dedans. On utilise des choses qui sont gratuites. On commence simplement à utiliser un power-up de manière payante parce qu'il y a des choses qui nous intéressent, qui s'appelle le Planiway. Donc vous avez vos cartes, vous avez la version calendrier qui est au-dessus. On a un autre power-up qui s'appelle Élégant. Tous ces outils-là, ça permet de commenter, de discuter, d'aller très rapidement dans des phases de communication. Ça se joint avec un review, imaginez au niveau de la révision. Donc mon sécu de mon produit ou mon sécu de mon prototype, je ne le fais pas dans Trello. Par contre, je communique dans Trello ma tâche. À savoir, ma tâche est de produire telle étiquette, de faire ça, puis après je vais mettre mon lien review dans mon ticket Trello, je peux assigner les gens reçoivent une notification dans leur courriel, quand les gens se connectent, ils ont leur calendrier, ils voient c'est quoi leur tâche de la semaine, ils voient c'est quoi les tâches du jour, et donc peu importe la marque et peu importe l'outil,
Le seul point que je veux dire, c'est qu'il faut que le processus de communication soit agile, il soit rapide, il soit performant. Après, à partir de là, il y a plein d'outils. Et puis, il faut que vous trouviez ceux-là qui vous conviennent et qui vous plaisent. Pour l'atelier d'aujourd'hui, j'invite avec des outils qui sont pas ou peu coûteux. Mais pour le coup, là, c'est avec Trello, il y a moyen de s'en sortir déjà très très bien sans payer. Pour le chat, alors certains vont avec du Skype, d'autres vont avec des autres. Il y a Slack. Puis Slack, c'est l'outil de Google qui s'intègre avec les Google Drive et tout ça, au niveau de l'hébergement des fichiers, qui est un outil de chat finalement qu'on peut associer, qui se communique très bien avec Trello pour tout le côté direction rapide. Trello, vraiment, c'est une affectation, c'est de la génération de ressources humaines. Je donne une tâche à quelqu'un. Trello peut être utilisé avec des élèves, Trello peut être utilisé avec des enseignants. C'est pas une version uniquement de production de ressources, c'est vraiment de faire amener un peu de gestion en éducation. C'est souvent une valeur. Donc la Power Up gratuite qu'on utilise, on utilise beaucoup là. Il y a Elegant et il y a Planyway. Mais on songe à passer à la version payante parce que c'est parfois limité à soit un nombre de personnes ou à certaines fonctionnalités qui me plaisent et qu'on n'a pas. J'en utilise d'autres pour permettre de voir les noms de mes équipes. Donc en fait, je pourrais faire la liste, parce que je ne les ai pas tous par cœur là. Il y en a un qui s'appelle Agile, qui permet d'avoir des petites étiquettes en plus, d'avoir des couleurs ou des choses comme ça. Et Slack peut être remplacé par Teams. En fait, dans l'entreprise, on utilise Teams. Mais je voulais pas vous mettre Teams parce que c'est payant. Donc oui, selon l'entreprise, si votre entreprise a Office 365 et qui a une orientation donnée avec de l'argent, et puis on dit ben voilà, c'est orientation technologique, service informatique, il part avec du Office 365, Teams est super. Et en fait, on encapsule Trello dans Teams. On aurait pu utiliser Planner de Teams aussi, sauf qu'il y a des fonctionnalités de Planner qui me manquaient pour moi, qui me plaisaient pas. Du coup, j'encapsule mon Trello dans mon Teams qui fonctionne très bien. Et puis on utilise les bibliothèques de SharePoint, mais vous pourrez utiliser tout à fait Google Drive, embarquer Google Drive dans Slack et Slack qui s'embarque dans Trello. Donc l'idée, c'est de trouver des outils qui sont nativement qui peuvent s'imbriquer les uns avec les autres, pour toujours revenir à une communication rapide, agile, des traces transparentes. Tout le monde doit voir ce que tout le monde fait, les dates sont dedans, puis il doit y avoir des suivis, puis on commente, et puis c'est ça qui est très important. On utilise la méthodologie Kanban aussi, c'est-à-dire non assigné, assigné, en cours, en validation terminée. Et donc on n'utilise pas la méthodologie de sprint vraiment par semaine, on est plus par une méthodologie qui est une autre méthodologie agile qui s'appelle Kanban. Donc on garde juste les rencontres du lundi, les rencontres du vendredi. On essaie d'avoir un découpage quand même par jour, mais on fonctionne aussi avec ce qu'on appelle le backlog en méthodologie, c'est-à-dire que il y a plein de tâches qui sont à faire. Et puis si on a fini plus tôt, on va prendre la colonne et on va prendre une autre tâche et puis on continue comme ça. Donc on mélange les deux méthodologies, Kanban et Agile. Mais c'est des mots un peu compliqués juste pour dire que Kanban c'est 4-5 colonnes, alors que la méthodologie Scrum, vous allez avoir un sprint qui va être défini, puis ça va être ça pour la semaine. Kanban, c'est les gens, ils ont leurs tickets qui sont assignés, puis ils les prennent, ils les glissent. Et puis ils disent, ben voilà, ça c'est fait. Je demande validation. Le chargé de projet ou l'expert de matière, peu importe qui est avisé, il peut aller le regarder, puis il peut mettre des commentaires, puis il le glisse en disant, ben c'est terminé. Donc c'est juste d'avoir ces 4 phases-là très simples de gestion, de conception, de projet, qui permettent d'être agile justement en méthodologie, et ça fait partie justement du Rapid Agile Instructional Design, de l'idée de la communication. On arrive bientôt vers la fin. L'idée, c'est que des produits, phase 3, c'est le testing. Alors même si on teste au fur et à mesure, il y a à un moment donné, il y a une phase de test qui est elle-même plus prépondérante. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos produits, ça peut être dans Review, ça peut être dans d'autres outils comme XD, et on crée à ce moment-là un test utilisateur. Parce que tester, ça veut dire quoi? Tester, ça ne veut pas juste dire que ça fonctionne. Tester, ça veut dire on trouve un bassin d'utilisateurs, on leur envoie le lien, et même si tout fonctionne bien, techniquement, on leur demande de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça fonctionne dans le sens, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça me permet d'atteindre mon objectif pédagogique initial. Donc on fait souvent des simples Google Forms, on établit un test, on demande des objectifs visés, on demande à l'utilisateur de jouer, de le faire, puis à la fin on essaie le test peut être conduit, c'est-à-dire qu'en fait il peut être accompagné, là vous allez observer la personne derrière l'écran, mais souvent on n'a pas le temps de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des gens qui sont représentatifs, on envoie un petit scénario, on lui demande de faire ça, 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 ça. On lui donne les produits, il le fait,
Et après, on lui envoie le formulaire en disant, est-ce que tu as pu faire ça? Est-ce que tu as été capable de faire ça? Est-ce que tu as compris que c'est ça qu'on attendait de toi? Et du coup, ça nous permet de voir si notre information, notre activité nous permet d'atteindre le résultat visé. Et ça nous permet encore à ce moment-là de viser. Donc ce test-là, c'est sûr qu'il est intéressant qu'il arrive après la phase de scénarisation, mais il fera plus de sens s'il arrive après la phase de développement itératif. Parce que la phase de scénarisation, oui, ça marcherait. On a notre prototype qui est fait avec nos outils d'infographie, de vidéo. On peut faire un test dessus. Reste quand même que c'est brouillon, donc ça va vous donner une certaine idée. Donc c'est intéressant de le faire à ce moment-là. Mais c'est aussi intéressant de le faire en développement itératif. Donc c'est-à-dire que si on revient sur l'idée du développement itératif, c'est que mon développement, je veux pas que tout soit beau, tout soit terminé à 100%. Si je reviens ici, c'est qu'à un moment donné, je vais faire ma première itération en développement et je vais l'envoyer en testing, même si tout n'est pas terminé, parce que je vais me donner la chance de changer des choses. Si je dépense tout mon argent en développement, c'est sûr qu'à ce moment-là, je peux faire un test, mais ça ne changera rien parce que je ne vais pas l'implémenter. Donc, on fait un développement, on amène plus loin. On peut tester des maquettes, on peut tester aussi des développements interactifs si on fait du storyline. Sous d'autres outils, il y a un MMC qui s'appelle Axure, mais qui lui a une version gratuite aussi limitée, mais qui est intéressante pour générer des produits interactifs. Il y a plein d'outils de prototypage. Pour peu que vous commencez à vous y intéresser, vous allez voir qu'il y en a énormément. Et donc ces outils-là permettent assez rapidement de faire de l'évaluation et de l'implémentation de l'évaluation, parce que sinon, si on n'utilise pas l'évaluation, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, la manière très simple de le faire, c'est que je dis c'est un Google Form. Vous avez les données, c'est quantifié, après ça fait même pour le client, c'est intéressant si vous êtes avec des clients parce qu'on a des données dans les fichiers Excel, on a des pourcentages, puis à partir de là, on prévoit la phase alpha, on prévoit la phase bêta. Puis en ayant fait tout ça, on s'attend pas non plus à avoir tout faux en phase d'évaluation en développement itératif, puisqu'on a fait une immersion, puisqu'on a fait une scénarisation très prototypée qui nous amène aussi à le tester, et puis après on le reteste. Donc l'idée de ce testing-là, c'est qu'il se fait de nouveau à chaque étape, mais de manière moins grosse. Et la dernière étape étant parfois un peu plus importante, dépendant du temps et de l'argent qu'on peut avoir. Alors, c'est ça, UX République, un super site avec plein de documents gratuits pour faire des tests utilisateurs qui sont bons, puis il faut analyser les résultats, puis après il faut les implémenter. C'est sûr que sinon ça a vraiment moins de sens. Alors voilà, il est 13h10, il faut quand même vous laisser du temps de poser des questions pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en termes de conception pédagogique rapide et agile. C'est pas toujours très coûteux. On peut facilement trouver des manières d'interroger notre public cible. On peut faire des visioconférences. On peut les enregistrer. On peut faire des séances d'immersion à distance ou en présence en 2, 3 à 5 jours ou moins, dépendant du produit. On peut très vite amener les gens à faire du prototypage et de le tester avec des liens, review ou autres, et d'amener après le développement itératif avec aussi des phases de testing. Il est très important d'avoir des outils de communication agiles. Il est très important d'avoir une transparence sur les tâches qu'on demande aux gens, des tâches très claires, très étiquetées finalement, mais qu'on peut glisser, grosso modo. Donc voilà. J'espère que ça aurait été utile, que ça rejoint certaines de vos réalités, en partie ou totalement. Et puis je suis à votre disposition pour creuser certains aspects ou pour débattre, si jamais, en tout cas. Un énorme merci, Olivier, du pratique excellent. Questions, suggestions, commentaires de la part des gens en ligne. Vous pouvez, bien entendu, utiliser le clavardage, lever la main via Adobe Connect. Si vous êtes un peu plus courageux ou si vous avez une voix mélodieuse comme M. Alfieri, vous pouvez également faire carré 6 pour prendre la parole via le pont audio. Alors, on a Gênez-vous absolument pas. Questions, suggestions, commentaires. Pour obtenir également le document, ça a été marqué à quelques reprises dans le clavardage. Vous contactez directement le REFAB et vous aurez à l'intérieur du document les liens et les coordonnées d'Olivier. Questions, suggestions, commentaires. On laisse aller le clavardage. Vous pouvez, comme souligné aussi, carré 6 sur votre clavier téléphonique si vous voulez prendre directement la parole. Moi, si jamais si les personnes n'ont pas de questions, moi j'en aurais pour vous. Je serais curieux de savoir si quelqu'un avait la chance de l'écrire ou de prendre la parole. Ce serait de voir si ça rejoint une réalité. Est-ce qu'il y a quelle partie de votre réalité j'aurais pu toucher à travers la présentation. Ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que vous vivez en termes de conception pédagogique. Quels sont vos propres défis. Ça, si jamais, ce serait la question que j'aurais pour les personnes qui seraient ici. Là.
Il y a une question avec Marie-Josée Tondreau, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Avez-vous des suggestions pour le tout début? Nous sommes à notre première expérience, nous n'avons pas encore d'équipe et nous travaillons beaucoup en ligne. Pour le tout début de l'application, je crois, des cours en ligne. Ok, de se lancer dans la... Ok, pardon, excusez-moi. Donc l'idée, c'est... je vais reformuler la question pour être sûr que moi, je ne réponde pas à côté. Donc l'idée de dire, c'est si vous n'avez jamais fait de cours en ligne et que vous vous lancez dans l'élaboration de cours en ligne, le départ, ce serait sûrement de bien comprendre les réalités de là où on se trouve, c'est-à-dire réalité technologique, réalité budgétaire, réalité d'utilisateur, c'est-à-dire quelles sont les compétences des personnes, autant des enseignants que des étudiants ou que des apprenants ou que des adultes dépendants. Donc vraiment, il y a un outil qui est très bien pour ça qui s'appelle la carte d'empathie pour vraiment bien connaître sa clientèle. Donc, si on n'a jamais fait de cours en ligne et qu'on se lance là-dedans, la première chose que je dirais, c'est connaître sa clientèle. Et je vais retrouver le lien, ça s'appelle la carte empathique. Donc, c'est un document avec une méthodologie qui est aussi agile, en fait. Et vous allez devoir qu'est-ce qu'ils sentent, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on dit d'eux. Donc, ça vous pose des questions pour vraiment bien connaître à qui vous allez vous adresser pour faire de la formation à distance. Ensuite, moi, je reste persuadé que tout se fait à distance, mais il y a des modèles en formation à distance. Il y a des modèles asynchrones, il y a des modèles synchrones, il y a des modèles hybrides, il y a des modèles qu'on appelle hybrides en ligne aussi. Donc, se questionner sur le dispositif qui ferait le plus de sens en fonction des besoins et de la matière et des capacités d'animation, du temps que des enseignants, parce qu'on n'y va pas du jour au lendemain d'amener les gens à devenir des animateurs des formations à distance. Le risque aussi, c'est qu'au départ, vous mettez juste un PDF, puis les gens vont juste lire. Donc c'est ça. Donc c'est quoi? Comment est-ce qu'on forme à distance? Est-ce que c'est de l'auto-formation? Est-ce qu'il y a une présence humaine? Est-ce qu'il va y avoir un tuteur? Est-ce qu'il n'y a pas de tuteur? Donc ce sont toutes ces questions-là qu'il faudrait, pour bien faire, commencer à réaliser avant même se lancer sur un choix d'un outil, sur un choix de quoi que ce soit là. Il y a une grosse recherche à faire, mais qui peut être très courte dans le sens, en 5-10 jours, vous êtes capable d'aller quand même chercher les grandes tendances, là, d'aller interroger vos professeurs, d'aller interroger vos étudiants, d'aller interroger les techniciens de votre environnement, d'aller interroger le trésorier, si jamais il y a quand même des budgets, d'avoir des phases, de ne pas vouloir tout faire en un an, ce serait sûrement un deuxième conseil, ne jamais tout vouloir tout faire en une fois. Quand on parle d'itération, les itérations peuvent prendre 3 ans. La première itération, c'est 1 an, c'est correct. Ensuite, c'est un objectif réaliste, le fameux SMART, Small, Realistic, Accessible, puis je les ai plus tous là, mais c'est ça. Quelques questions dans le chat. Il y avait Mireille Hamel, c'est du Collège d'éducation. Quel est l'outil d'Adobe mentionné dans la phase de développement itératif? Ça ne pouvait pas comprendre le nom. Alors, dans la phase de développement itératif, je n'avais pas mentionné d'outils, j'ai juste parlé d'outils dans la phase de scénarisation, conception, prototypage, qui était l'étape 2. Dans la phase de développement itératif, les outils qu'on utilise là, c'est des outils très traditionnels que tout le monde utilise, encore que, je pourrais vous en donner certains qui sont vraiment intéressants. Donc, pour la vidéo d'animation, c'est sûr qu'on utilise After Effects. Comment est-ce qu'on rend ça agile? C'est qu'on va acheter beaucoup de plugins qui nous permettent de faire des choses très intéressantes. Donc, sur des sites, de nouveau, j'ai rien à gagner avec ça, des sites comme Envato, là, il y a beaucoup de plugins qui permettent finalement d'accélérer beaucoup l'animation, de ne pas faire du frame by frame. Et sinon, là, vous perdez du temps dingue à faire de la vidéo d'animation. Il y a des paquets d'images qui sont super bien dessinés. Ça vaut quand même la peine de les regarder à un moment donné. Je dis pas que ça remplace la qualité d'administrateur, mais je dis quand même que quand parfois on n'a pas beaucoup de temps, beaucoup d'argent, aller chercher des gros paquets d'images ou juste demander à l'illustrateur de les affiner, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, ce serait pour la suite Adobe. On a aussi utilisé Adobe Character pour tout ce qui est les personnes qui parlent. Donc c'est super le fun là. C'est avec votre caméra, puis il vous prend, puis ça fait générer le personnage qui parle. Ça c'est vraiment un outil qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, là, Adobe Character. Après c'est sûr, Illustrator, Photoshop, ça c'est la base là, avec tous les paints, les brushes que vous pouvez acheter, les fonds que vous pouvez acheter, tout ce qui peut être à $25, $40. Je suis pas certain que c'est toujours les gens parfois s'enferment dans l'artisanat pur en disant non, moi j'achète pas de plugin, non, moi j'achète pas ça, mais finalement si vous voulez faire de l'agilité avec des produits qui vieillissent sur 3 à 5 ans, vous n'avez plus le choix, si on va rester sur des budgets réalistes, que de passer par ces outils-là qui sont vraiment
en plus bien fait, et qui vous permettent d'accélérer la production. Au niveau de ça, c'est pour l'animation vidéo principalement. Au niveau de la production de programmation, là, on a fait ça en interne. C'est-à-dire que nous, on a créé nos scripts qui nous permettent de passer un document Word qui est très structuré à directement à de l'HTML avec des feuilles de style qui appliquent notre style dessus. Alors ça, on a créé notre propre outil auteur. Dépendant, là, on a une maison d'édition, on a des contrats, c'est différent. Je suis pas certain que c'est quelque chose que vous puissiez faire, ça. Donc l'équivalent pour des budgets plus restreints, ce serait de prendre un WordPress, d'aller mettre un H5P dedans, d'acheter quelques beaux thèmes et de créer votre outil auteur à travers un CMS. Ça, c'est sûr que s'il y avait un budget plus restreint, et même encore là, c'est pas toujours une question de budget, vous pouvez faire des très très belles choses avec un beau CMS et des beaux plugins d'installer. Donc ça, ce serait ça. Mais pour Adobe, c'est ça, je crois que j'ai répondu. Il y a 2 autres questions. Manon Frenette, Cégep à distance. Nous sommes à introduire les Scrum, Kanban et nous débutons avec la suite Articulate, entre autres. Vos suggestions d'outils nous aideront sûrement. Auriez-vous des conseils? Je pourrais parler des défis qu'on a eus, parce que c'est souvent à partir des défis des autres qu'on apprend, j'imagine. Par rapport aux outils de communication, les défis qu'on a eus, les Trello, tout ça, puis j'arriverai sur les autres après, c'est que les gens doivent cocher leur étiquette, ils doivent commenter, donc ils doivent les utiliser. Parce que ces outils-là ne fonctionnent que si les gens les utilisent comme il faut. Donc il y a toute une part d'accompagnement, de suivi, d'animation. Si vous voulez faire du Scrum, ça prend un Scrum Master. Si vous voulez faire de l'agile, ça prend un animateur / concepteur pédagogique / gestionnaire qui va gérer votre groupe. Donc là, on parle de motivation, on parle de l'humain, donc on parle de renforcement positif, on parle de dynamisme, on parle de suivi, et donc de trouver des solutions. Donc ça vous prend ce que j'appelle le joueur pivot, qui est pas facile à trouver, c'est le mouton à 5 pattes, c'est lui le plus dur, qui parle les 3 fameuses langues. C'est l'évolution du concepteur pédagogique comme je le vois dans les années à venir, aujourd'hui et dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il est capable de parler à un programmeur, il est capable de parler à un administrateur, il est capable de parler à un expert de matière, il comprend la gestion de projet, il comprend la technologie, et ça vous prend lui. Ça vous prend lui pour faire la mise en place d'une méthodologie agile, parce que sinon ça va être ça risque de pas marcher, grosso modo. Donc ça vous prend votre ça. Puis dans l'autre, la méthodologie, on appelle aussi le product owner, donc le représentant du client, le représentant du produit, ça en prend un aussi, qui lui représente le client, qui donne les exigences, qui vraiment aligne le produit sur les besoins et qui s'assure à chaque itération que le produit reste aligné. Le mieux, c'est d'inviter le client à chaque fois. Et si c'est pas possible, ça prend un représentant du client à l'interne pour être capable de mettre en place cette méthodologie. Ça prend les lundis. Ça prend les vendredis, parce que très vite, on est débordé par le temps, par les échéanciers, donc on ne fait pas la rencontre du lundi, on ne fait plus la rencontre du vendredi, et puis là, on commence à perdre finalement la magie de cette méthodologie-là, qui est de l'humain. Mais pour ça, il faut mettre l'humain au centre, c'est-à-dire il faut parler aux gens le lundi pendant une demi-heure, même si on est fatigué, même si les gens n'ont pas envie de se parler parfois le lundi. Il faut se parler le vendredi, même si on est fatigué, même si on n'a pas tout terminé, puis qu'on n'est pas content de nous, parce qu'on va se rendre compte qu'en le disant, qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait atteindre. Mais il faut le dire, il faut le verbaliser, il ne faut pas se juger, ça peut être une phase de stress. C'est une phase de construction où on sait qu'on va aller là pour trouver des solutions et faire émerger aussi des situations compliquées. Là, ça fait partie du jeu. Donc c'est tout. Je dirais c'est ça pour moi les phases importantes pour mettre en place la méthodologie agile. Et les outils au niveau de storyline, un point que je dirais, c'est de ne pas tomber trop vite dans le je sais. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué avec mon équipe, c'est qu'à un moment donné, les gens pensent qu'ils savent tout ce qu'on est capable de faire avec, et puis finalement, ils s'arrêtent à ça. Si vous invitez vos équipes à s'abonner ce qu'on appelle comment on appelle ça encore là, à chaque semaine, il y a une communauté qui fait des produits. Le challenge. Articulate Storyline Challenge. Et donc, ce sont des trucs gratuits. Les gens, vous avez faire ça avec une couleur rose, faire des vidéos. Enfin, vous avez des trucs, des petits challenges que les gens font. Puis généralement, ce sont des sous-traitants qui font ça pour se mettre en évidence, pour trouver des contrats. Et puis, ils partagent des fichiers sources. Ça vous permet de voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la communauté et d'aller chercher vraiment des choses intéressantes qu'on n'aurait pas fait parce qu'on ne savait pas que c'était faisable. Donc, je dirais que la difficulté avec Articulate Storyline, c'est que de prime abord, il paraît très simple et que du coup, on garde une certaine simplicité des produits, alors qu'on pourrait vraiment, si on pousse la machine un petit peu, avec l'aide d'un animateur ou d'un développeur à un moment donné, je ne m'attends pas à ce que le concepteur fasse ça tout seul, on pourrait arriver à faire des choses beaucoup plus avancées avec les variables, avec les déclencheurs, avec les états,
avec peut-être à l'export un peu de fichiers JavaScript si jamais vous avez un développeur à l'interne, en mixant les outils, comme des outils comme Constructoo pour des générateurs d'avatars ou des choses comme ça. Donc je dirais que faites attention de ne pas tomber dans le piège de la simplicité, c'est-à-dire de faire un PowerPoint sous stéroïde et que finalement, c'est pas plus inventif que ça. Alors ça va être de rester bien allumé sur le fait que c'est possible. Et puis l'autre point aussi, c'est de pas devenir idéologique et de faire que de l'article et des storylines. Captiver est intéressant pour certains points. Il y a d'autres outils qui sont intéressants aussi. Alors je sais que ça fait des coûts de licence qu'il faut gérer, mais c'est ça. Donc gardez un petit peu en tête que c'est pas le seul. Là. Il y a une autre question de M. Franck Fournier de Cégep de Saint-Jérôme. Votre avis sur les outils en ligne qui permettent le mash-up? Il y a d'ailleurs déposé un lien dans le clavardage concernant le mash-up. Alors, je vais le dire juste pour savoir de quoi on parle. Ok, alors par exemple, si on parle de ThingLink, le premier je ne le connais pas, History par exemple. Le deuxième je le connais, je passe à travers. Le troisième, EduCréation, Gloucester je le connais, très bon. Mais tous ces outils-là, mon premier comment Explain Everything, c'est lui que je voulais voir tantôt, qui était l'équivalent de la suite Videolicious. Donc tous ces outils-là, pour moi, c'est des outils de prototypage pour les concepteurs pédagogiques. C'est de très bons outils pour les enseignants, si jamais vous êtes enseignant, pour créer des tutoriels pédagogiques pour vos apprenants. Que ce soit parce que ThingLink permet de faire des vidéos 360 interactives pour la réalité virtuelle, c'est quand même le fun, quoi. Et puis il faut pas s'appeler n'importe qui peut faire ça aujourd'hui. Vous avez des vignettes en carton, vous créez un ThingLink et vous avez un univers 3D assez facilement réalisé. Donc moi, je suis un grand fan de ThingLink. History, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose. J'essaie de voir. Bon, c'est un mashup de vidéos, de textes. Donc ça vous permet de créer des pages avec différents produits. Si ça répond à un besoin, c'est super. EduCréation, c'est sûr que là on est sur de la collaboration, donc c'est vraiment intéressant. Gloucester, bon là on est sur comme Padlet évidemment dans ces choses-là. Ce sont des posters interactifs que les gens peuvent créer ensemble, donc c'est pour la collaboration évidemment c'est super. Tous ces outils-là ont des versions gratuites, des versions payantes, faut toujours voir un peu. C'est quoi le contexte, c'est qui va l'utiliser, à qui c'est destiné, c'est ça. En parlant de contexte, justement, oui, pardon. Ah, j'ai pas de problème. En parlant de contexte, justement, M. Fournier pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance présentement où l'enseignant développe sans programmeur? Oui, bien sûr. Les outils 2.0 permettent à beaucoup d'enseignants aujourd'hui, mais même à vos étudiants, parce que regarde, plus aux étudiants qu'aux élèves, même qu'aux enseignants, enfin élèves, étudiants, dépendant de quel niveau vous êtes, c'est certain. C'est certain, c'est un vrai défi pour les maisons d'édition de rivaliser finalement avec la capacité qu'ont aujourd'hui les enseignants et les concepteurs pédagogiques dans ce cas-ci de produire des ressources de qualité sans avoir réellement besoin de compétences de programmation. On est à l'aube d'un gros bouleversement au niveau des métiers. Là, je suis totalement hors sujet, mais l'intelligence artificielle arrive, elle va permettre de faire de la programmation automatisée. On a lu quelques articles dessus au travail avec certains collègues et c'est sûr que les équipes de production vont devoir continuer à se réinventer parce qu'elles vont être elles sont mises en concurrence directement aujourd'hui avec d'autres personnes qui sont capables de produire rapidement, gratuitement ou pour peu cher des produits qui sont peut-être pas toujours aussi jolis mais qui répondent totalement aux besoins. Puis ils n'ont pas besoin d'avoir un illustrateur qui le fait. Ils vont faire des Powtoon, ils vont faire des Movely, ils vont faire des Sparkle, ils vont acheter des bibliothèques d'images, ils vont enregistrer leur voix et ça fera la job et ce sera clair, ce sera bien fait. Alors, est-ce que tout le monde fait de la belle vidéo d'animation? Non. Est-ce que c'est pour une publicité? Non. Dans un cadre éducatif? Alors, pire que ça. Les élèves, et nous dans nos cours en ligne, on le fait déjà, vont faire des sites web, vont aller sur des Wix, vont aller sur des WordPress, vont créer des infographies sur des PictoChart et des Easy. Donc en fait, si les professeurs ne le font pas, les élèves le font déjà. Donc c'est certain qu'il va falloir se réinventer, puis voir un petit peu comment est-ce qu'on va être bousculé par tout ça. Il y a une question de M. Morin pour nous aider à les identifier. Répondez-vous vous-même à la description du mouton à 5 pattes? Oui, c'est ça. J'ai la chance d'être un mouton à 5 pattes, c'est ça. C'est le parcours. Il y a un livre qui s'appelle The Accidental Instructional Designer, donc le parcours accidenté des concepteurs pédagogiques. C'est certain que la vie aujourd'hui fait que j'ai vu la conférence au tablettisme de Carole Alain qui parle « Êtes-vous prêt pour la génération alpha ?» On parle même plus de X, d'Y ou de Z, on parle même des suivants, des enfants qui ont 5 ans maintenant. Êtes-vous prêt pour quand ils vont arriver? Puis c'est sûr qu'on ne l'est pas.
l'idée, c'est que aujourd'hui, moi, j'en suis à je vais juste pas parler de moi, mais en gros, les gens de ma génération sont en moyenne à 4-5 emplois. Les gens de ma génération, les baby boomers, vont être sur 1 ou 2 emplois. La génération Z probablement va décupler le nombre d'emplois, donc il n'y a plus de carrière, et du coup les profils vont devenir très hétérogènes. Il va y avoir une sorte de marché de l'emploi qui est déjà là pour l'instant, et on va se retrouver avec des gens comme moi qui ont été enseignants pendant 6 ans ou 7 ans, qui après ont fait de la formation adulte, puis de la gestion de projet, puis qui sont arrivés dans la conception pédagogique de cours en ligne. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est plus enfermé dans un carcan. Le désavantage pour les entreprises et pour les enseignants, c'est de voir comment est-ce qu'on va préparer les compétences, et puis les contenus fatalement par rapport à cette mixité de devenir. Je peux devenir qui je veux presque. Je peux changer 3 ou 4 fois de vie professionnelle si je le veux, et qui est quand même super le fun en soi là, en tout cas. Dernière chance pour les questions, les suggestions, les commentaires. 13h28, on a encore un peu le temps d'en prendre. Utilisez le clavardage, levez la main via Adobe Connect, ou si vous êtes courageux, même si vous n'êtes pas courageux, allez-y. Et carré 6 pour prendre la parole sur le pont audio, puis carré 6 sur votre clavier téléphonique. Un tout grand merci à toi, Alain. Un tout grand merci à tout le monde, parce que beaucoup de rétroactions, je trouve ça super. C'est toujours un très grand plaisir de partager avec la communauté des membres du REFAD, que j'affectionne particulièrement. Et enfin voilà, et puis j'espère vous revoir à Québec peut-être pour certains parmi vous. Je crois que effectivement, il n'y a pas de questions, c'est uniquement des commentaires. Alors ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui. Un gros merci Olivier. Toujours très intéressant comme d'habitude. Généreux partage d'informations, c'est dense, c'est bravo, chapeau. Très content. On invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous avez devant vous les coordonnées de M. Alfieri. Je remets de mon côté les coordonnées du REFAD pour recevoir le document, le clavardage et le lien vidéo suite à l'atelier. On vous invite à remplir effectivement aussi les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs, et autant du côté des participants que du côté d'Olivier. Abusez du REFAD autant que vous voulez pour faire circuler l'information à tout le monde. Je me ferai un plaisir d'envoyer l'info ou de l'information supplémentaire, des questions ou quoi que ce soit qui a rapport avec la formation d'aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Puis c'est super parce qu'avec maintenant toutes les vidéos que le REFAD met en place, c'est accessible. Oui. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment une des belles ressources là qui sont là, tous les ateliers que j'ai pas pu avoir la chance de suivre. Il y en a 2-3 là vraiment que je vais aller voir, les ateliers précédents là. Il y en a un qui est là, sur les badges que j'ai vraiment envie d'aller regarder. Enfin, je ne veux pas mettre en concurrence les ateliers, mais selon les affinités là, je trouve ça super d'avoir la chance d'aller les regarder, même en différé. Donc c'est vraiment un grand merci au REFAD de nous donner accès à ça aussi en différé. J'en profite pour remercier l'équipe du CEDAF, Lise, Cici et tous les autres au CEDAF pour les enregistrements vidéo, pour l'accès aux liens. Alors, voilà, ça m'a fait la formation et je laisse le mot de la fin à Olivier. Oh non, regarde, un grand merci à tout le monde, avec beaucoup d'humilité, j'espère que ça vous a aidé. Au plaisir de vous jaser sur des salons, ou à gauche à droite, ou sur Twitter, si vous tweetez. Je dirais que n'hésitez pas je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis existe partout sur Internet. Donc fondamentalement, le concepteur pédagogique, tel que je le verrai, rapide et agile, c'est surtout quelqu'un qui va s'informer, qui va être abonné, qui va avoir des lectures en diagonale hebdomadaire de ce qui se passe dans son domaine pour être capable de répondre aux besoins des apprenants. Donc je vous invite vraiment à échanger sur les réseaux et à lire et à partager. Voilà, un grand merci à tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Bonne fin d'après-midi. C'était la dernière session du REFAD pour 2017-2018 et ça s'est terminé en beauté, bien entendu. Un gros merci encore. Au revoir tout le monde. Bon après-midi. Bye.